Le podcast Industrie Québec, là où l'industrie d'ici a sa voix. Du secteur manufacturier à la tech, écoute, apprends et abonne-toi. Le monde de la formation de la main-d'œuvre au Québec s'est complètement métamorphosé. C'est devenu une sorte de marché boursier des compétences. C'est une excellente analogie. Merci. Puis les entreprises qui ne comprennent pas les nouvelles règles de ce jeu-là risquent tout simplement de disparaître. C'est un constat brutal, mais c'est tout à fait exact. On observe une rupture fondamentale en ce moment. Ouais. Le vieux modèle, où un individu apprenait un métier à 20 ans pour ensuite l'exercer machinalement jusqu'à sa retraite, ça s'est complètement fracturé. C'est clair. Aujourd'hui, la survie économique d'une organisation, ça repose sur la vitesse à laquelle elle peut mettre à jour le logiciel interne de ses employés, si on veut. Le logiciel interne, j'aime ça, et c'est exactement notre mission pour notre analyse d'aujourd'hui. On va vraiment décortiquer cet écosystème-là de la formation au Québec. On a beaucoup de pain sur la planche. Oui, on a assemblé une documentation assez impressionnante pour notre auditoire. On a des rapports de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la CCMM. On a aussi les lignes directrices gouvernementales assez tentaculaires, merci, sur la mesure de formation de la main-d'œuvre. Sans oublier les subtilités de la fameuse loi du 1 %. Ah, la fameuse loi, oui. On a aussi fouillé dans les données d'Inforoute FPT sur les diplômes les plus demandés, puis même dans les modèles d'affaires de plateformes technologiques privées comme format vidéo. C'est un portrait vraiment complet. L'objectif, dans le fond, c'est de comprendre comment certaines entreprises arrivent à transformer ce qui ressemble, à première vue, à une lourde contrainte bureaucratique. Ouais, la paperasse. Exact. Comment elles transforment ça en un véritable avantage concurrentiel massif. Mais avant de regarder les mécanismes comme tels, je pense qu'il faut s'arrêter sur le déclencheur de toute cette frénésie-là. Absolument. Puis ce déclencheur-là, c'est l'étau dans lequel se trouvent les entreprises présentement. C'est une pression technologique sans précédent, combinée à un vide démographique. Le fameux choc démographique. Exact. Le rapport de la CCMM sur le manufacturier innovant dresse un portrait très clair de ça. La plupart des gens qui nous écoutent connaissent déjà les rouages de la 4e révolution industrielle. Oui, l'automatisation, la robotique avancée, tout ça. L'Internet des objets, ouais. L'enjeu aujourd'hui, c'est plus de comprendre ces technologies-là de façon théorique. C'est vraiment de gérer la friction de leur implantation. C'est-à-dire? Comment on fait pour intégrer des processus numériques ultra complexes quand une grande partie de ta main-d'œuvre d'expérience s'en va à la retraite? C'est un casse-tête incroyable. D'ailleurs, le rapport de la CCM va même jusqu'à projeter que d'ici 2025, 75 % de la main-d'œuvre manufacturière devra détenir un diplôme d'études postsecondaires. 75 % c'est massif. C'est un chiffre astronomique. Surtout quand on pense à l'image traditionnelle de l'usine, la chaîne de montage à la Charlie Chaplin, c'est complètement révolu. Mais il faut faire attention ici parce que quand on dit postsecondaire, on parle pas juste d'université. Non, c'est ça. Si on regarde les statistiques d'Inforoute FPT, le portail du gouvernement qui recense la formation professionnelle, on réalise assez vite qu'il ne s'agit pas de transformer tous les soudeurs en ingénieurs en IA. Non, pas du tout. Les besoins ciblent une expertise de terrain super précise. Effectivement. C'est pas une course vers des doctorats théoriques, c'est une course vers des diplômes d'études professionnelles, les fameux DEP, qui offrent une application immédiate sur le plancher. Puis les chiffres le prouvent noir sur blanc. Le DEP en électricité, par exemple, domine le palmarès avec un salaire moyen de 39 $ l'heure, après une formation de seulement 17 mois. C'est très payant très vite. Vraiment. La charpenterie-menuiserie est à 35 $ l'heure, puis le soutien informatique frôle les 32 $. Par contre, en observant ces salaires-là, il y a une réflexion qui s'impose. Ouais, la capacité de payer des PME. Exactement. Une PME en région, mettons, elle ne peut pas toujours s'aligner sur ces taux horaires-là pour recruter les meilleurs techniciens, surtout en plein boom de la construction ou des TI. Est-ce qu'on s'attend vraiment à ce que chaque petite usine se paye une armée de techniciens hyper spécialisés? Non. Et c'est là que la stratégie des entreprises doit s'ajuster. Les experts consultés par la CCMM soulignent un point crucial. L'objectif, c'est pas d'embaucher uniquement des virtuoses de la programmation. OK.
Ce qui manque cruellement sur le marché en ce moment, ce sont les compétences transversales. Les compétences transversales, donc, c'est quoi exactement dans un contexte d'USIP? Bien, c'est la capacité, mettons, d'un opérateur de machinerie à comprendre l'ensemble d'un processus. S'il y a une machine qui s'arrête, il faut qu'il soit capable d'utiliser un diagnostic numérique sur une tablette puis de collaborer efficacement avec l'équipe de maintenance. Ah, je vois. Il n'est plus juste là pour peser sur un piton. Exactement. L'usine 4.0 confie les tâches répétitives aux algorithmes. Fait que ça oblige l'humain à devenir un spécialiste de la résolution de problèmes imprévus. Le salaire, ça suffit plus. L'environnement de travail doit stimuler la curiosité plutôt que juste la simple obéissance. C'est là que la formation continue entre en jeu. Exact. Puis sachant que ces talents-là coûtent cher, puis que la technologie évolue à une vitesse folle, le gouvernement provincial n'a pas laissé la mise à niveau des compétences à la simple bonne volonté des employeurs. Au canon! Il y a une mécanique coercitive super stricte en place. C'est vraiment l'approche classique du bâton puis de la carotte. Parlons-en du bâton, c'est la loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. Ce que tout le monde appelle la loi du 1 %. Exactement. La firme de comptabilité BDO résume très bien la prémisse dans ses documents. Toute entreprise dont la masse salariale dépasse 2 millions de dollars est obligée d'investir l'équivalent d'au moins 1 % de cette masse-là dans la formation de son personnel. Mais sinon, Bien, si c'est pas fait, la différence se transforme en une taxe directe qui est versée au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences. OK, j'observe cette règle du 1 %, puis en tant que gestionnaire un peu cynique, ma première réaction serait de chercher une faille. Ah oui, Mais oui, pourquoi je pourrais pas simplement acheter des accès à une plateforme de cours en ligne super générique pour tout le monde, je coche ma petite case gouvernementale, puis on retourne produire? Comment le système empêche cette espèce de conformité administrative vide? bien, le système l'empêche par la lourdeur de la documentation qui est exigée. Ah, la bureaucratie a du bon parfois. Dans ce cas-ci, oui. BDO souligne d'ailleurs que les vérifications du gouvernement sont de plus en plus fréquentes et serrées. Il faut vraiment prouver que la formation répond à des objectifs précis pour chaque type d'emploi. Donc, pas de cours de macramé pour les soudeurs. Exact. Faut faire le suivi des heures, justifier les dépenses. L'État cherche à éviter que les entreprises déguisent des activités sociales ou des portées de bureau en formation. Ça fait du sens. Mais cette rigidité-là, elle a longtemps été critiquée, non? Très critiquée, oui, parce qu'elle favorisait presque exclusivement la formation traditionnelle en classe. Ce qui est souvent complètement déconnecté de la réalité du plancher d'usine. C'est ça le problème. Puis c'est ce qui rend la récente position de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées lors des CRHA super pertinente. Ils ont salué un assouplissement majeur de cette loi-là dernièrement. Oui, un gros gain pour les employeurs. Le gouvernement accepte enfin de comptabiliser le mentorat à l'interne, l'apprentissage par les pairs, puis le développement des compétences relationnelles, les fameuses soft skills. C'est un ajustement fondamental à la réalité du terrain, ça. Pourquoi c'est si important selon toi? Bien, les compétences techniques très pointues, elles ont une durée de vie de plus en plus courte. Apprendre à utiliser un logiciel spécifique aujourd'hui, ça te garantit absolument rien pour dans 5 ans. Le logiciel va changer. Ah, c'est vrai. Par contre, la capacité à communiquer, à s'adapter, à gérer son stress face aux changements continus, ça reste. L'Ordre des CRHA comprend très bien que légitimer le mentorat comme une vraie dépense de formation, ça permet enfin de financer ce qui fonctionne réellement dans une usine. C'est brillant. Donc ça, c'est le bâton qui s'est un peu assoupli. Mais si la loi du 1 % est le bâton, la mesure de formation de la main-d'œuvre, la fameuse M4A, c'est une carotte particulièrement généreuse. Hein? Très généreuse, oui. En parcourant le guide de la Direction des mesures et services aux entreprises, on découvre que l'État subventionne jusqu'à 50 % des dépenses de formation. C'est la moitié de la facture. Ouais. Et ce taux-là, il grimpe même à 75 % si on touche aux technologies vertes, à l'intelligence artificielle ou si l'entreprise doit implanter des nouveaux équipements. C'est un incitatif massif pour la modernisation. Tellement. Mais là où j'ai eu une véritable révélation en lisant ces documents gouvernementaux-là, c'est au niveau de l'alphabétisation. Ah! C'est un aspect tellement méconnu, mais qui est crucial dans les politiques publiques en ce moment. Le guide indique que pour la littératie, la numératie puis l'alphabétisation de base, le gouvernement provincial couvre les frais à 100 %. 100 %. Puis ça inclut même le remboursement du salaire de l'employé pendant qu'il suit sa formation, jusqu'à 25 $ l'heure. C'est exceptionnel comme soutien. Tu sais, mais quand on connecte les points avec l'industrie 4.0 dont on parlait tantôt, on réalise que c'est stratégique au plus haut point. C'est même vital. Ben oui, la technologie de pointe est complètement bloquée par ce goulet d'étranglement-là qui est l'alphabétisation fonctionnelle. Tu peux pas numériser une chaîne de montage
ou exiger qu'un opérateur lise des tas d'erreurs sur un iPad s'il a de la difficulté avec la lecture de base. L'investissement massif de l'État dans les compétences de base, faut pas se leurrer, c'est la fondation indispensable pour soutenir la rentabilité même de l'innovation technologique au Québec. Par contre, faut dire que pour accéder à ces fonds-là, les règles établies par la Commission des partenaires du marché du travail, la CPMT, sont d'une rigueur absolue. Oui, le portefeuille est ouvert, mais il est bien gardé. Par exemple, la définition même de l'employeur est strictement attachée à l'entité juridique qui verse le salaire. Conséquence, une entreprise ne peut pas utiliser la subvention pour former les employés de ses propres sous-traitants. Faut vraiment que ce soit sur ton propre payroll. Exact. Puis il y a d'autres exceptions qui sont fascinantes. Par exemple, participer à des congrès, c'est pas couvert. La francisation, ça ne l'est plus dans ce programme spécifique-là. Ça a été transféré au MIFI. Puis, au grand désespoir de notre industrie, l'écoute balado est formellement inadmissible. C'est tragique pour nous. C'est une tragédie. Mais sérieusement, pourquoi le gouvernement refuse de financer des congrès ou l'écoute de contenu comme le nôtre? La logique de la CPMT est stricte, mais il faut avouer qu'elle est cohérente. Un balado ou un colloque, ça relève du développement professionnel passif ou du réseautage. OK. Dans ces formes-là, il n'y a pas d'évaluation des acquis. Il n'y a pas de plan d'apprentissage structuré avec des objectifs mesurables. On valide pas ce que la personne a retenu dans le fond. C'est ça. Puis puisqu'on parle de fonds publics, la Commission exige que l'investissement génère des compétences qualifiantes, qui sont transférables, puis surtout qui sont mesurables sur le terrain. C'est très logique. Donc ça, les règlements, les taux de subvention puis les guides d'interprétation, c'est l'architecture du système. Mais comment tout ça s'incarne concrètement pour les vrais travailleurs? C'est là que ça devient humainement très intéressant. Le rapport de la CCMM donne un exemple frappant d'une PME montréalaise spécialisée dans le vêtement haut de gamme. Leur corps de métier, comme le pressage spécialisé, ça s'enseigne pratiquement plus dans les écoles d'aujourd'hui. Non, c'est des savoir-faire qui se perdent. Fait que leur seule option de survie, c'est la formation à l'interne. Puis la majorité de leur main-d'œuvre là-bas, elle est issue de l'immigration récente. OK. Fait qu'ils ont utilisé l'aide de l'État pour offrir des cours de français directement sur les lieux de travail. Ah, wow! Ouais. Les employés reçoivent cette formation-là pendant 3 heures par semaine sur leurs heures rémunérées. L'impact psychologique de cette décision-là va être immense, imagine, te faire payer par ta propre job pour apprendre la langue de ta nouvelle société d'accueil. Ça change tout. Ça crée une loyauté qu'aucun boni de performance pourrait acheter. C'est la preuve concrète que la rétention des employés, ça passe vraiment par la création d'une communauté. Absolument. Puis cette idée-là de communauté, elle se déploie aussi à beaucoup plus grande échelle, même pour résoudre des problèmes techno ultra pointus. D'accord? Ouais, ce sont des employés volontaires qui viennent directement du plancher de l'usine puis qui partent se former intensivement à leur centre national. OK, je vois où tu t'en vas. Puis ensuite, ces employés-là, ils retournent dans leur propre usine pour agir comme coach auprès de leurs propres collègues. Ah, c'est brillant. Faut s'imaginer la dynamique sur le terrain. Un opérateur d'expérience, mettons, qui travaille sur la même machine depuis 20 ans, se retrouve face à une nouvelle interface numérique. L'anxiété est super réelle. C'est très intimidant. La qualité de l'usine, la friction psychologique, elle disparaît presque entièrement. C'est exactement ça. Le transfert de connaissances par les pairs, c'est de loin le véhicule d'apprentissage le plus puissant en milieu industriel. C'est clair. Puis ça nous mène directement à un autre mécanisme gouvernemental qui est fondamental. La RAC, la reconnaissance des acquis et des compétences. Ah oui, la fameuse RAC. C'est un concept fascinant. Pour l'expliquer simplement à notre auditoire, c'est un peu comme faire de l'ingénierie inverse sur une machine. Comment ça? Mais normalement, l'école te fournit le plan de construction, t'étudies, puis à la fin, on te donne le diplôme. Avec la RAC, c'est l'inverse. Le gouvernement observe un travailleur qui fonctionne déjà super bien sur le marché, Ouais. quelqu'un qui a acquis des compétences formidables grâce aux mentors informels ou grâce aux super utilisateurs de cascade, mettons. Exact. Fait que le gouvernement fait l'ingénierie inverse de ce savoir-faire-là sur le terrain, puis rédige le plan pour lui accorder officiellement le diplôme ou l'attestation, tout ça sans jamais l'obliger à retourner s'asseoir dans une classe pendant des années. C'est une super belle analogie. La RAC, dans le fond, ça légitime l'intelligence pratique. Ça permet à un travailleur de sécuriser sa mobilité professionnelle. Ça lui donne un papier officiel qui vaut de l'or. Exact. Puis ça répond parfaitement à l'esprit de la loi sur les compétences dont on parlait au début. Tout ça dessine un tableau super positif. Le mentorat, les super utilisateurs, la valorisation de l'humain, c'est du sur-mesure de haute qualité. C'est très valorisant. Mais il y a un problème d'évolutivité, de scaling, comme on dit. Imaginons une entreprise de 500 employés.
réparti sur 3 cadres au travail, puis qui doit implanter d'urgence un nouveau protocole de sécurité majeur. Ah, là, la dynamique change. Mais oui, le transfert par les pairs, ça trouve assez vite ses limites logistiques. On ne peut pas organiser des séances de mentorat individuelles pour 500 personnes en 48 heures. Non, c'est physiquement impossible. C'est ici que la technologie promet une efficacité chirurgicale, presque clinique. Oui, puis c'est exactement le créneau qu'occupent des solutions privées comme format vidéo qu'on a analysé. Ouais. Le défi pour ces grandes entreprises-là, c'est plus seulement de créer la formation, c'est de la distribuer à grande échelle, de manière complètement uniforme, puis avec un coût qui est prévisible. Il propose un service de formation vidéo qui est facturé à la seconde. Oui, à la seconde. 3 $ la seconde pour ce qu'ils appellent un présentateur intelligent. Ça veut dire qu'une capsule de sécurité de 90 secondes te coûte très exactement 270 $. Point final. Pas de mauvaise surprise budgétaire. Mais- Mais le secret de leur modèle réside dans le contrôle strict de la source. La plateforme ne demande pas à l'intelligence artificielle d'inventer ou d'imaginer du contenu. Ah, OK. Non, l'entreprise cliente fournit ses propres manuels techniques qui sont déjà vérifiés ou ses propres protocoles d'ingénierie approuvés. L'IA ne fait que synthétiser ce texte sécurisé-là pour générer le script vocal et animer l'avatar. Zéro marge d'improvisation. Zéro marge, ce qui garantit une conformité légale et technique totale. Mais je te dirais que l'innovation la plus percutante de cette approche-là, c'est même pas l'avatar, c'est le mode de distribution sur le plancher. L'intégration avec les codes QR. Exactement. Ça, c'est fou. Faut s'imaginer un travailleur devant une nouvelle plieuse industrielle, mettons à 3 heures du matin sur le chiffre de nuit. Ouais. Ils ont problème de calibration. Au lieu d'arrêter la machine puis de chercher le gros cartable des procédures dans le bureau du superviseur qui est à l'autre bout de l'usine, Ce qui prendra un temps fou. exact, le travailleur scanne simplement un code QR qui est collé directement sur la machine avec sa tablette ou son téléphone. La vidéo de 60 secondes générée par format vidéo apparaît instantanément puis lui montre la procédure exacte à suivre. Dans le domaine de la pédagogie industrielle, on appelle ça l'apprentissage au point de besoin, le just-in-time learning. Le just-in-time learning. Oui. Puis son efficacité est redoutable parce que la théorie est immédiatement suivie par la pratique motrice. L'information, elle reste pas dans l'abstrait dans un cartable, elle est appliquée à la seconde même où elle est réellement nécessaire. La technologie, elle prend en charge le travail lourd, le travail répétitif, puis les trucs qui nécessitent une standardisation sans faille, comme les normes de sécurité de base ou les calibrations techniques. Parce que l'avatar se fatigue jamais de répéter la même consigne de sécurité à 3 heures du matin. Exactement. Lui, il perd pas patience. Ce qui laisse le champ libre aux humains pour faire ce qu'ils font de mieux, dans le fond. C'est en plein ça. En déléguant tout le transfert d'informations purement techniques au code QR puis aux vidéos de l'IA, les gestionnaires et les super utilisateurs, ils récupèrent un temps de qualité précieux. Puis ce temps-là, ils en font quoi à eux? Ils le réinvestissent dans le vrai mentorat, dans la gestion de l'anxiété liée au changement technologique, dans l'intégration culturelle des nouveaux immigrants, puis dans le développement de ce fameux esprit de résolution de problèmes dont on parlait tantôt. C'est le meilleur des deux mondes. La clinique de l'algorithme d'un bord, puis la chaleur du mentorat de l'autre. C'est ça. Puis l'usine de demain, elle a absolument besoin de ces deux pôles-là pour fonctionner de façon optimale. Pour rassembler un peu toutes les pièces du casse-tête qu'on a exploré aujourd'hui, on voit que l'écosystème québécois de la formation, mais c'est un équilibre super complexe. Très complexe. Il y a l'aspect punitif avec la loi du 1 % qui force la main des entreprises un peu plus retardataires, mais il y a aussi l'aspect incitatif avec les budgets importants de la MFR qui ciblent des lacunes fondamentales comme la littératie. Le bâton et la carotte toujours. Exact. D'un côté, on voit des PME qui misent sur la chaleur humaine, les cours de français puis le mentorat pour fidéliser leurs équipes. Puis de l'autre, on voit l'arrivée foudroyante d'outils d'IA qui transforment la division du savoir technique en une science exacte à 3 $ la seconde. La grande conclusion qu'on peut tirer de toutes ces sources-là, c'est que la formation professionnelle, elle s'est enfin extraite de la colonne des simples dépenses administratives. C'est plus juste une taxe à payer. Non, c'est rendu un investissement. Dans un marché où la technologie rend les compétences obsolètes à un rythme effréné, la capacité de réapprendre en continu, c'est carrément devenu la seule véritable assurance-vie d'une organisation. Ce qui laisse énormément de matière à réflexion sur notre propre rapport à l'éducation, tu sais. À quel niveau? Si le savoir technique s'acquiert désormais en scannant un code sur une machine pendant 90 secondes, puis si nos apprentissages informels sont reconnus et certifiés grâce à l'ingénierie inverse de la RAC. Oui. Il est permis de se demander si le diplôme traditionnel, celui qui reste figé dans un cadre sur le mur après la graduation,
s'il n'est pas sur le point de devenir complètement obsolète? C'est une excellente question. Peut-être qu'on se dirige tout simplement vers l'ère du passeport de compétences, un genre de dossier numérique en perpétuelle mutation, mis à jour en temps réel à chaque nouveau défi qu'on surmonte sur le plancher de travail. Un passeport évolutif au lieu d'un diplôme statique. C'est ça. Puis c'est une perspective qui change complètement la façon de voir sa propre carrière à long terme. Une idée à méditer, comme on dit. Le podcast Industrie Québec, là où l'industrie d'ici a sa voix. Du secteur manufacturier à la tech, écoute, apprends et abonne-toi.